Podex, le podcast de l'externe. Aujourd'hui, nous accueillons le professeur Nicolas Leroll. Bonjour à vous. Bonjour à tous les deux. Vous êtes bien connu ici pour être le doyen notamment de la faculté d'Angers. Vous avez aussi d'autres postes sur lesquels on reviendra prochainement. On a une première question à vous poser qu'on pose maintenant assez souvent à nos invités, à savoir retourner un petit peu dans votre histoire, dans votre parcours, et en commençant par votre externat peut-être. Comment est-ce que vous avez vécu votre externat? Quel genre d'externe étiez-vous? Ouais, c'est une bonne question. C'est marrant de revenir sur ce qu'on a été et de revoir, de se repenser comme étudiant alors qu'on est maintenant plutôt dans une position de professeur et de doyen, parce que probablement que ça impacte pas mal la façon dont on tient son rôle, le souvenir qu'on a de son propre parcours. Donc moi j'ai été étudiant à Paris. J'habitais à Paris à l'époque, et donc naturellement j'étais inscrit dans une des facultés parisiennes à l'époque. Il y avait 4 ou 5 facultés parisiennes. Alors ça s'est regroupé maintenant, il y en a moins. Donc moi j'étais une faculté qui s'appelait Brousset-Hôtel-Dieu, qui a disparu maintenant, qui est fusionnée avec Paris Sorbonne Université, si je dis pas de bêtises. Et l'hôpital Brousset a disparu, était dans le 14e à Paris, et l'Hôtel-Dieu est plus vraiment un hôpital de la PHP. Donc voilà, ça n'existe plus les endroits comme... Il n'y a plus d'étudiants à l'endroit où je suis passé. Alors moi j'ai adoré mon externat. Enfin vraiment alors je me débrouillais bien dans les études, j'arrivais bien à avancer, les examens me posaient pas tellement de problèmes, mais vraiment j'avais qu'une seule envie, c'est d'être en stage, et de passer du temps avec les patients, de passer du temps, de voir le métier, de mettre les mains dans le cambouis. Et donc pour ça j'ai toujours eu envie de jouer le rôle d'emmener d'être le médecin des patients déjà quand j'étais externe. Et puis comme je me débrouillais bien, je connaissais bien les choses, j'ai eu de la chance de passer dans des services où très vite on m'a donné un peu de place, on laissait un peu faire, un peu d'autonomie. Et donc vraiment j'ai des super souvenirs comme ça, des stages où je suis passé, où je me suis vraiment tout de suite senti, alors pas encore médecin, mais vraiment en voie de devenir médecin. Et donc voilà, commencer à soigner des patients, discuter avec les équipes, proposer des traitements. Alors au début, évidemment, on ne connaît pas grand-chose, et c'est pas très facile. Et puis au fur et à mesure, très vite, on gagne un peu en autonomie, en confiance. Alors ce qui ne veut pas dire que j'ai pas parfois dit des choses et proposé des choses qui étaient des bêtises, hein. Mais voilà, on apprend aussi comme ça. Donc moi, j'ai vraiment... en tout cas, surtout, c'est la période des stages, hein, vraiment, j'ai vraiment adoré. Alors évidemment, toute la préparation de l'internat, à l'époque c'était l'internat qu'on passait, c'était pas le CN, hein. Là, comme pour tout le monde, hein, c'était l'enfer, quoi. Enfin, j'aimais bien travailler, ça c'était pas un problème. J'ai pris beaucoup de plaisir à apprendre beaucoup et à avoir toutes ces connaissances. Je trouvais ça fascinant de bien connaître toutes les disciplines, de faire des liens entre toutes les disciplines, tous les modèles physiopathologiques. Mais ouais, ça a été dur, quoi. Ça a été dur, ces années... rétrospectivement, en disant que je vois bien ce que vivent les étudiants maintenant quand ils disent que c'est dur, je perçois bien. Donc voilà. Et donc, après avoir passé le concours de l'internat, vous avez choisi la néphrologie, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça, ouais. Comment est-ce que vous avez choisi la néphrologie? Est-ce qu'il y avait d'autres spécialités qui vous tournaient en tête? En fait, moi, depuis... alors, avant même de faire médecine, moi, j'ai fait pas mal de secourisme, hein, parce que d'emblée, faire du soin aux patients, ça m'intéressait, et c'était le soin d'urgence qui m'intéressait. Enfin, c'est vraiment le patient en état grave, en état instable, qui m'intéressait. J'aimais bien le contexte, des situations exceptionnelles, des choses sur lesquelles il y a un enjeu vital immédiat, dans lequel il y a de l'intensité. Et au fur et à mesure des études, j'avais cette idée en tête, et puis je me suis vraiment pris de passion pour tout ce qui était médecine interne en même temps, tout ce qui était physiologie, et donc la néphrologie, ça collait bien. Et j'ai fait néphrologie parce que vraiment la discipline me passionnait, mais déjà dans l'idée de faire le diplôme le DESC, à l'époque ça s'appelait comme ça, de réanimation médicale, hein, pour devenir réanimateur. Donc alors c'était pas absolument sûr que je deviendrais réanimateur quand j'ai choisi néphrologie, mais voilà, j'ai fait ça parce que la néphro me passionnait. Et puis il y a un côté technique avec la néphro, avec la dialyse, avec des tuyaux, avec
pathologie, la physiopathologie m'intéressait. Et puis surtout parce que, enfin aussi et surtout, je sais pas dans quel ordre il faut le dire, mais les stages dans lesquels tu es passé, j'avais trouvé des gens géniaux, des gens hyper engagés, qui se mettaient hyper bien entendus. Puis c'est souvent comme ça qu'on choisit, hein. C'est aussi bien la matière que les rencontres qu'on fait. Et puis avec l'idée que ça me donnerait la possibilité, si je confirmais mon idée, d'aller faire de la réanimation, ce qui a été le cas ensuite, hein. Parce que finalement, la médecine d'urgence et la réanimation, c'était pas des spécialités en tant que telles à l'époque, c'est ça? Alors, c'était la réanimation, il y a toujours eu la possibilité de faire l'anesthésie-réanimation. D'accord. Ça existait. La réanimation médicale était une spécialité complémentaire. C'est D'accord. pas comme maintenant où on peut choisir l'internat médecine intensive réanimation. C'était une spécialité complémentaire qu'on faisait après soit de la cardio, soit de la médecine interne, soit de la néphro, ou après l'anesthésie, enfin pendant l'internat, pendant ces internats-là. Donc l'anesthésie, voilà, j'accrochais pas tellement avec le bloc opératoire, alors que c'est une discipline que je reconnais comme passionnante, hein, quand je vois ce qui est fait, mais voilà, moi c'est juste ça me correspondait pas, et donc j'avais choisi plutôt de faire une spécialité médicale pour accéder à la réanimation derrière, et donc tout ça, hein, vraiment c'est la construction de toutes les études et de ce que j'avais envie de faire avant, entre quelque chose qui touche les patients en détresse vitale, et puis l'intérêt intellectuel et pratique pour ce qu'on découvre, les rencontres, voilà, qui ont amené à la néphrologie, puis à la réanimation. Est-ce que, pour finir peut-être avec les études médicales et ce sujet-là, est-ce que vous auriez, avec votre recul, maintenant avec les années, et puis avec votre expérience également, des clés, des conseils pour les étudiants, pour bien appréhender ces études, pour garder un petit peu la tête hors de l'eau, pour avoir du recul? Alors c'est compliqué de refaire parce que ce que je dis aux étudiants, c'est qu'une fois que vous êtes en médecine, il n'y a pas de mauvais choix. C'est-à-dire vous serez sûr de terminer médecin, vous serez sûr en étant médecin d'avoir un diplôme qui vous permet de travailler globalement à peu près partout en France, assuré d'être payé de façon quand même correcte, hein, de pouvoir être sûr que vous continuerez à être employé toute votre vie. Il n'y aura pas à 50 ans, on vous dira qu'il y a plus jeune et moins cher, hein, et qu'il faut aller ailleurs, que vous aurez toute votre vie un métier qui a du sens, hein, et donc il n'y a pas de mauvais choix. Il n'y a pas un truc qu'on dit, il ne faut surtout pas faire ça, il n'y aura pas d'emploi plus tard. On ne se rend pas compte, hein, mais le métier de médecin, il n'y a pas de sujet de est-ce que j'aurai un travail plus tard, hein, ce qui pour beaucoup d'autres, dans beaucoup d'autres disciplines, c'est quand même un sujet. Et ça veut dire que ce qui doit guider les choix, aussi bien pour les études que pour les moments où on bascule, on choisit un internat, et puis on choisit après est-ce qu'on fait un clinica, pas un clinica, dans quel hôpital on veut aller, est-ce qu'on va aller en libéral, de se laisser guider juste par l'envie qu'on a du moment d'après. De dire mais qu'est-ce qui m'amuse le plus dans un mois, là j'ai un choix, j'ai mon internat, là je dois choisir le CN, là il vient de se passer, je dois choisir en septembre pour mon premier stage en novembre. Tous les étudiants qui disent mais je sais pas trop quoi faire, j'hésite entre plusieurs trucs. Le conseil c'est c'est quoi ce qui t'amuse le plus au 2 novembre? Qu'est-ce qui va t'éclater là dans 2 mois? Et si c'est ça, vas-y, parce que il n'y a pas de mauvais choix. Dans 10 ans, tu sais pas ce que tu auras envie de faire, tu vas probablement évoluer. Dans 10 ans, ta discipline, tu sais pas comment elle va évoluer, donc se creuser la tête pour se dire je fais un plan de carrière 10 ans, c'est pas la peine. Vous serez sûr d'avoir à manger, vous serez sûr d'avoir un travail, vous inquiétez pas pour ça. Faites ce qui vous amuse tout de suite. Donc, je dirais que les études de médecine, c'est partagé entre beaucoup d'intensité, beaucoup d'efforts à faire, parce que les études sont compliquées, parce que le métier est compliqué, parce qu'il y a de la violence un peu partout, mais aussi un métier qui a du sens et beaucoup de plaisir à aller chercher. Donc voilà, il faut se laisser attirer vraiment par ce qu'on a envie de faire. Donc voilà, à un moment, il ne faut pas trop se creuser la tête, faut y aller, il faut se faire plaisir, quoi. Très bien. Maintenant, donc, on va parler de la partie un peu plus. Donc, vous êtes doyen de la faculté de santé à Angers. Pourquoi est-ce que vous avez voulu devenir doyen? Comment vous avez fait? Et comment ça fait partie de votre vie entre être médecin et être universitaire? J'avoue que c'est pas un projet de vie, hein, devenir Ouais. doyen. Je me suis pas dit depuis tout petit, en me disant 10 ans, déjà un jour je serai professeur et puis un jour je serai doyen. C'est vraiment une histoire qui se construit progressivement.
J'ai toujours adoré enseigner à mes étudiants. C'est-à-dire quand j'étais interne, puis quand j'étais chef de clinique. La recherche, ça me plaît vraiment beaucoup aussi. Et donc, à un moment, c'était naturel. C'est fait pour ça, les postes d'hôpital universitaire. C'est fait pour faire de la recherche, c'est pour faire de l'enseignement, c'est pour faire du soin. Donc, à partir du moment où j'aimais bien faire les trois, c'était logique que je fasse cette voie-là. Alors que c'est quand même beaucoup d'investissement personnel, donc à un moment ça a quand même été une réflexion. Et puis quand je suis arrivé à Angers après mon clinica à Paris, j'ai continué dans cette voie-là. On m'a rapidement, j'ai eu la possibilité de devenir PUPH. On m'a offert cette possibilité-là. Et puis je me suis comme j'étais beaucoup intéressé par l'enseignement, on m'a proposé de m'occuper des 6e années, de la préparation conférence de CN. Et puis comme vraiment ça marchait bien, ça m'intéressait. La doyenne de l'époque, Isabelle Richard, à un moment on m'a dit tu sais Nicolas, on va fusionner le département médecine et la faculté de médecine, la faculté de pharmacie. Faut qu'on passe à une structure plus importante, plus grosse. J'ai besoin d'un directeur de département pharmacie, j'ai besoin d'un directeur de département médecine. Elle restant doyenne. Voilà, t'es à fond dans la fac. Est-ce que ça t'intéresse? Et ouais, ça m'intéresse. Enfin voilà, gérer les études des étudiants, réfléchir avec eux, c'est quelque chose qui me parle bien. Et puis je me souviens, c'était un rôle très intense d'organiser l'étude, de voir comment est-ce qu'on change au mieux pour les étudiants, comment on organise la meilleure préparation possible. Et puis je me souviens, j'étais en voiture. Et Isabelle Richard qui m'appelle et qui me demande si je suis bien installé et que je vais pas décrocher je peux accueillir un truc un peu difficile. Je dis oui, vas-y. Il me dit écoute, c'était juste au moment où Emmanuel Macron venait d'être élu pour la première fois président de la République, et puis nouveau ministère. Il me dit j'ai été appelé pour devenir le conseiller santé de la ministre de l'Enseignement supérieur, Recherche et Innovation, donc je vais quitter la fac. Et quand on dit ça, c'est dans les 3 jours, quoi. Et donc, est-ce que tu es prêt à devenir doyen à ma place? Alors, c'est pas elle qui décidait, il y avait une élection ensuite, mais en tout cas, est-ce que tu es prêt à devenir candidat pour devenir doyen? Je m'y attendais pas du tout. Enfin, c'était pas du tout un plan encore une fois, rien de tout ça n'a été un plan de carrière. C'est juste, par l'intérêt, je me suis retrouvé dans ces positions-là. Et puis, et donc j'ai été élu doyen à ce moment-là. Et j'avoue qu'effectivement, on se rend compte qu'on change complètement de métier, à ce moment-là. Passer d'une spécialité de réanimation médicale à, en pratique, là, si je définis ma spécialité, c'est santé publique en ce moment. J'ai un rôle de santé publique. En place du César à Angers, il y a pas mal de choses aussi. Voilà, et que ça fait permettre de mettre en place beaucoup de choses. Parce que après, de la réflexion derrière, c'est pas être doyen pour être doyen, et c'est pas, il y a ça n'a pas de sens. Le titre en lui-même est fait de ce qu'on remplit. S'occuper des étudiants, c'est évidemment le but, mais l'idée est de définir un but supérieur en disant c'est quoi le sens de la mission pour un doyen, c'est de conduire une faculté. C'est quoi le sens de la mission d'une faculté? À quoi ça sert? Moi, très vite, l'idée du rôle d'une faculté, et c'est ça qui détermine ensuite pour moi mon action, c'est que le rôle d'une faculté, c'est de former les professionnels de santé compétents dont le pays a besoin. Et tous les mots comptent. C'est donc des professionnels de santé, donc on est sur des personnes qui vont être au service des autres. Compétents, c'est mon exigence, elle est pour les patients. Elle est que tous ceux qui sortent de la faculté soient des professionnels qui vont faire du bien aux patients, qui vont être capables de travailler pour les patients. Et ça implique plein de choses derrière, que ce soit des gens qui soient capables pour être compétents, c'est-à-dire qu'ils soient capables de travailler en équipe, qui vont être capables de travailler longtemps. Et pour être capable de travailler longtemps, il faut qu'ils soient bien eux-mêmes. Donc il faut en faire des professionnels de santé heureux et des étudiants heureux, même si c'est compliqué dans un métier d'études difficiles. Et puis la dernière partie dont le pays a besoin, dire que c'est pas juste on forme pas des gens et puis après où est-ce qu'ils vont servir, on sait pas, est-ce que ça correspond aux besoins, on sait pas. Il faut que ça corresponde aux besoins
du pays. Et pour moi, le pays, hein, c'est les 3 départements dont dépend la faculté, qui sont le Sarthe, la Maine-et-Loire et puis la Mayenne. Et donc l'action est orientée de comment est-ce qu'on fait pour répondre aux besoins de santé des départements dont on a la charge, sachant plein de nos étudiants partent ailleurs en France. Et globalement, la vision, elle est vision sur toute la France. Mais voilà, des professionnels de santé compétents et donc heureux. Je crois qu'on ne peut pas être humain. Enfin, on ne peut pas prétendre travailler sur l'humain si on n'est pas humain soi-même. Et puis qui correspond aux enjeux de la société dont besoin. Donc voilà après l'action voilà après le sens de pourquoi est-ce que j'ai accepté d'être doyen, parce que tout ça, il y a un sens. En parallèle de ça, on le sait un petit peu, étant dans les études de santé à Angers, vous êtes aussi impliqué dans l'optionnel militaire ici. Ouais. Dans votre bureau, il y a l'affiche des cadets de santé. Et puis, j'ai pas pu m'empêcher de voir que vous aviez été, il me semble que vous aviez été lors de l'explosion à Paris. Et on a vu une photo de vous en treillis, comme ça, et on se dit, mais notre doyen, mais il est partout, c'est pas possible. Comment c'est possible et d'où ça vient là, cet attrait pour la médecine militaire, etc. Ouais, je fais peut-être un peu trop de choses parfois. Ouais, non, mais en même temps que le doyen, hein, qui est donc ce que je vous ai décrit, moi je reste quand même en premier, je suis médecin. Enfin, et soigner des patients, enfin, ça reste quand même. J'ai fait ce métier-là pour ça, hein, donc je continue à prendre des gardes en réanimation. J'en fais pas autant que je voudrais, mais voilà, il y a quand même des limites de temps. J'aimerais bien passer plus de temps à soigner des patients. Et puis, dans cet engagement de soins et puis engagement d'organisation, l'armée répond à ce besoin, et puis personnel. Hein, et puis, j'ai des contacts depuis longtemps dans l'armée, j'ai une histoire militaire dans ma famille. Je m'étais posé la question de faire le service de santé des armées quand j'étais étudiant. Alors, je vais décrire ça en 2 secondes. Je me souviens, j'étais en terminale, j'avais sorti les annales de l'entrée de l'école de service de santé des armées. J'étais tombé, la première page des annales, il y avait une équation mathématique auquel j'ai rien compris. Donc voilà, mon parcours d'entrée dans le service de santé des armées s'est arrêté au bout de 10 minutes en regardant cette annale. Mais voilà, donc c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé, le sens de l'engagement de l'armée. Et puis, je vous ai dit, hein, les situations de danger vital, les situations exceptionnelles, m'a toujours attiré. Et donc l'armée, c'est pas que ça, hein, mais c'est entre autres ça. Donc moi, alors j'ai été réserviste de différentes façons, ce qu'on appelait d'abord réserviste citoyen, qui sont plus des espaces de réflexion. Alors pour la marine, hein, et puis depuis, ça fait 1 an que je suis réserviste du service de santé des armées, avec plusieurs projets qui visent plutôt à former les personnes, pour aider à former les médecins militaires, à former les réservistes avec différents projets. Donc il y a le projet des cadets de santé, mais je participe aussi à des formations de médecins d'actifs pour le secours au combat, et notamment j'étais au Val-de-Grâce, où il y a un centre de simulation pour la formation des médecins militaires sur le secours au combat. J'encadrais une simulation avec d'autres médecins réservistes, c'était des médecins d'actifs, hein, qui étaient des gens qui expérimentés, qui étaient là. Et puis quand on a senti l'explosion, on a entendu l'explosion, on a senti le souffle, hein. Et puis à ce moment-là, un peu de questions, qu'est-ce qui se passe? Et à l'armée, on attend les ordres, enfin on s'informe, on prend les ordres, hein, et puis rapidement on propose notre action, mais en disant qu'il faut qu'on ait l'ordre d'y aller. Très rapidement, l'ordre, écoutez, oui, vous êtes les médecins là constitués, vous y allez. Et donc voilà, on s'est retrouvés avec les stagiaires, encore stagiaires, hein, c'était des médecins d'actifs, et puis les 2 formateurs, à être les premiers à prendre en charge les victimes avec le matériel dont on avait à disposition. Voilà, donc c'est des choses exceptionnelles. Évidemment, on ne peut pas souhaiter que ça arrive, hein, mais d'autre côté, on fait ça pour ça aussi. Donc c'était le fruit du hasard, en fait. Ah oui, c'est complètement le fruit du hasard. Okay. J'étais en formation. Vous imaginez, voilà, c'est comme si j'étais au centre de simulation ici à Angers et qu'il y avait un bâtiment qui explosait à côté, parce que voilà, le hasard. Mais d'autre côté, c'est du hasard où on est prêt pour ça, quoi. On est préparé, voilà. Donc, on est rarement dans un bureau à attendre que ça se passe. Voilà. Donc,
Ouais, mais là, c'est le fruit du hasard. Ouais. Et donc l'optionnel militaire à Angers, ici, c'est quelque chose qui est développé dans d'autres facultés ou c'est Oui. spécifiquement grâce à votre implication que ça s'est Non, il développé y a pas ici mal de facultés dans lesquelles c'est fait. On voit qu'il y a une appétence pour un certain nombre d'étudiants en médecine pour le monde militaire. Il n'y a plus le service militaire et donc la connaissance de l'armée, des étudiants en médecine pour l'armée, il n'y a plus. Parce qu'il n'y a plus le service militaire. Alors avant, c'était que les hommes, ce qui était dommage que les femmes ne puissent pas y avoir accès. Et donc, il y a pas mal de facultés qui, en partenariat avec le centre médical des armées, les antennes médicales de proximité, ont développé des optionnels de médecine militaire qui visent à faire découvrir l'armée en général et la santé en milieu militaire aux étudiants en santé, médecine ou autre. Donc nous, on avait commencé ça il y a 3 ans, je crois, à Angers. Et donc tout de suite, ça a bien accroché auprès des étudiants. Et puis il y a des stages en antenne médicale qui permettent d'aller un peu plus loin, de faire un stage d'externe dans une antenne médicale des armées, où les étudiants qui y vont, ils reviennent vraiment très contents parce que ils ont une immersion dans le milieu militaire. Et puis ils ont une activité médicale qui est vraiment intense. Ça, moi, je m'y attendais pas, mais ils voient déjà toute une médecine d'aptitude qui est vraiment intéressante. Et ils voient toute une pathologie du sport, une pathologie traumatologique qu'on voit pas forcément dans le milieu civil et qui est vraiment intéressante à voir. Ouais, les retours qu'on a eu, on a avec plusieurs amis qui ont fait ces stages et franchement, c'est assez riche en connaissances médicales qu'on ne voit pas ailleurs. Et ils sont très appréciés, je pense. Ouais, et puis découvert d'un autre milieu. Et puis là, il faut vraiment saluer l'accueil qui est fait par les militaires d'Active, parce que c'est ça, c'est eux qui ont ouvert leurs portes, qui ont dit bienvenue, on va s'occuper de vous. Et ça aurait pu, rien ne les oblige à faire ça. Donc vraiment, c'est assez. Leur sens de l'engagement va aussi pour accueillir des plus jeunes pour leur montrer ce que c'est que leur métier. J'avais une question, je voulais revenir sur la réforme du poste de PUPH. Qui avait été discuté aux États généraux de la santé en septembre dernier. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu plus d'informations sur où est-ce qu'on en est, qu'est-ce que c'est, pourquoi est-ce que c'était nécessaire? Alors là, il n'y a pas eu de réforme absolument majeure. Il y a des petites adaptations sur certaines positions statutaires. Il y a toute une réflexion. Alors, il y a 2 réflexions sur le poste de PUPH. Professeur des universités, praticien hospitalier, qui sont un poste où on est à la fois médecin de l'hôpital, donc praticien hospitalier, à la fois professeur des universités, avec 2 fonctions qui sont indissociables. On n'est pas praticien hospitalier à l'hôpital et professeur d'université à l'université. On est partout, les 2 en même temps. Il n'y a pas de dissociation des 2, même si on a un salaire de chacune des deux parties. C'est un salaire hospitalier qui n'est pas un salaire qui sont des émoluments et un salaire de l'université. Donc il y a une réflexion qui est que c'est des postes où on doit faire la mission du soin à l'hôpital, de l'enseignement à l'hôpital et à la faculté, de la recherche à la faculté et à l'hôpital, et en plus maintenant du management. J'aime pas beaucoup le terme management, c'est plutôt du leadership, être chef de service, prendre des responsabilités à la faculté, et ça finit par faire beaucoup de choses. Oui, on comprend, même nous, quand on voit un peu ces postes. Voilà, et donc c'est compliqué, notamment dans le parcours pour devenir, de faire tout et de faire tout bien, et donc toujours une question de dire est-ce qu'il faut laisser toutes ces missions. Alors la réflexion était oui, il faut laisser toutes ces missions, mais pas tout le temps, pas tout le monde et au même moment. Il faut plutôt peut-être avoir des périodes dans sa vie, on fait plus l'un que l'autre, et puis certaines personnes vont être plus enclins à faire certaines autres missions, mais il faut garder la richesse du statut sans découper. Alors c'est le cas dans certains pays. Dans certains pays, vous avez des professeurs qui ne font que de l'enseignement et d'autres qui ne font que de la recherche. Donc je ne crois pas que ce soit un modèle qu'il faille rejoindre en France, c'est un avis personnel, mais il y a une vraie richesse d'avoir la possibilité de passer de l'un à l'autre sans qu'il y ait d'obstacles administratifs, mais probablement qu'il faut permettre à chacun en fonction de la période de sa vie, de faire plutôt l'un ou plutôt l'autre.
Alors, il y a un sujet qui est sur l'attractivité du poste alors, PUPH et MCUPH, donc les maîtres de conférences des universités, alors qui porte un peu sur la rémunération, mais alors, à titre personnel, je trouve que je suis plutôt bien payé, je ne vais pas me plaindre pas me plaindre de ça. Si je veux gagner, enfin, voilà, il y a des moyens de gagner plus d'argent en étant médecin, en allant sur certains types d'exercices, mais ça, c'est le choix individuel de chacun d'aller faire ça. Voilà, à titre personnel, je trouve que je me plains pas de mon salaire. Il y a un point qui est un peu critique, c'est la retraite. Alors ça paraît c'est difficile de parler de ça en ce moment, et puis à vous, c'est vraiment pas votre sujet où vous pensez pas à ça, enfin j'espère en ce moment. Mais quand on est PUPH, la retraite, donc j'ai dit on est payé à moitié par l'hôpital, à moitié par la faculté, et en fait ne compte pour la retraite que la partie non, université. Ah oui, d'accord. Donc ça veut dire que là, si à ma retraite, je n'aurai la retraite que sur la partie universitaire, donc mon salaire à la retraite va baisser de 70%. C'est-à-dire que ma retraite sera 30% de ce que je gagne actuellement. Alors que quelqu'un qui est praticien hospitalier à l'hôpital, lui, sa retraite va être 70% de son salaire hospitalier, donc va rester autour de 60-70%. Donc il y a un vrai sentiment d'un truc qui ne va pas sur le fait que la retraite des universitaires est c'est le plus faible taux de conversion, ce qu'on appelle, de la fonction publique. Voilà, mais c'est très technique. Hein. Enfin, bon, ok, donc finalement, pas beaucoup de changements. Non, le changement qu'on attend, c'est un changement global sur l'ensemble de l'univers de la santé, c'est-à-dire quelque chose qui peut plus prendre en compte les aspirations de chacun, d'arriver à mieux structurer le temps. Globalement, les nouveaux universitaires, un peu comme tout le monde, aspirent à avoir un peu plus d'équilibre entre leur vie personnelle et puis leur vie professionnelle. Ça, faut que ça s'organise. Voilà, il faut qu'il y ait les moyens qui soient faits pour ça. Mais il n'y a pas un cadre de statut qui va changer radicalement pour les universitaires. C'est plutôt l'accompagnement d'un mouvement global sur un peu la difficulté du monde de la santé en général, avec des moyens pas toujours bien répartis, avec des surcharges de travail pour certains. Qu'il faut arriver à rééquilibrer. Pour revenir à votre poste de doyen, moi j'avais une petite question, ça concerne la conférence des doyens. Ouais. Pour moi, c'est un petit peu flou. Qui y siège, qu'est-ce qui s'y discute et quel est le rôle décisionnel de cette conférence des doyens? Ça vous apparaît un lieu mystérieux où on fait des choses opaques et avec des réunions secrètes dans des caves obscures avec. Non, puis quand on se pose des questions sur les réformes, sur les ECN, on nous dit c'est le CNG, c'est la conférence des doyens. Qu'est-ce que c'est? La conférence des doyens, c'est l'assemblée de tous les doyens de médecine. Alors, il y a une conférence des doyens médecine, une conférence des doyens pharmacie, une conférence des doyens odontologie. Donc là, moi, je parle de la conférence des doyens médecine. C'est juste la réunion en fait de tous les doyens, une assemblée de tous les doyens de France de médecine, car en somme aucun pouvoir décisionnel. Hein. C'est une réunion de concertation entre doyens qui permet de discuter tous les sujets de réforme. Après, pour les ministères, c'est un interlocuteur majeur pour construire les réformes. Donc ça n'a pas de pouvoir décisionnaire. La conférence des doyens ne peut pas décider on va faire comme ça et tout le monde va changer. En revanche, quand le ministère de l'enseignement supérieur recherche et le ministère de la Santé veulent faire une réforme des études de santé, parmi les interlocuteurs majeurs avec qui il va discuter, il y aura, comme il y a les représentants étudiants, il y aura la conférence des doyens et ça passera par son président ou pour son chargé de mission sur certains points, c'est l'échelle de mission, pour certains points particuliers. Donc voilà, c'est une réunion, c'est vraiment un lieu d'échange, de discussion et d'essayer d'harmoniser entre les différentes facultés de France, et c'est un interlocuteur de ceux qui en revanche décident, qui restent les ministères. Pour rebondir là-dessus, justement, on se pose la question, on est en France, donc les facultés de médecine sont publiques, donc est-ce qu'on est formé de la même façon finalement à Angers qu'à Lyon ou dans une faculté parisienne? Et j'avais une autre question qui suit celle-là, c'est pourquoi est-ce que seules les facultés parisiennes possèdent un accord avec les facultés américaines pour faire des échanges
il n'y a aucune autre faculté de province qui a cet accord. Alors, sur la première partie, sur est-ce qu'on est formé partout en France, je dirais globalement oui. Globalement oui, parce que les textes et les objectifs, vous, il y a, comme étudiant en médecine, il y a un truc qui détermine tout. Enfin, c'est le CN à la fin, quoi. Enfin, nous, on peut faire ce qu'on veut à la fac comme plan de formation, comme modèle pédagogique. À la fin, il y a un seul truc qui attire les étudiants, c'est la façon dont ils vont être passés les ECN, alors maintenant les EDN, puis les écosses. Et donc, toutes les facs, forcément, s'alignent pour préparer leurs étudiants à ces épreuves. Ce qui n'est pas complètement tarte, ce qui permet de faire pour tout le monde à peu près pareil. C'est le même programme, la même façon d'être évalué, et donc ce qui assure une certaine homogénéité entre les différentes facultés. Après, il en ressort quand même que localement, il peut y avoir des adaptations qui peuvent être quand même non négligeables sur la façon d'enseigner, sur la façon d'organiser les années, vous voyez, là à Angers, on a décidé que la progression entre la 2e et la 5e année était parfaitement linéaire, que c'était une progression du programme sans rupture, où on commence déjà à préparer certains items de l'ECN dès la 2e année, pour échelonner toute cette préparation des items de l'ECN, enfin de l'EDN et des écosses, dès la 2e année. Certaines facs ont fait le choix de garder une 2e et 3e année classique, et d'avoir une adaptation préparation à la réforme qu'à partir de la 4e année. Donc voilà, il y a quand même des adaptations locales. Voilà, nous, on essaie de faire le choix d'avoir beaucoup de tutorat, d'avoir beaucoup d'implication des étudiants je pense que ça fait quand même partout en France, dans la construction des études. Voilà, le tutorat, par exemple, de C-biologie qui est fait, c'est une construction locale. Il y a d'autres endroits qui le font, mais pas partout. Donc à la fois, il y a un objectif final qui est le même, et puis ce qui fait que tout le monde finit un peu par converger, et puis je dirais des modalités d'organisation qui peuvent être un tout petit peu variables d'une faculté à ailleurs. Après, sur les partenariats avec d'autres facultés, alors étrangères, je veux dire que nous aussi on essaye d'avoir des partenariats avec des facultés étrangères. Alors on a quand même des relations internationales qui marchent bien. Alors là, maintenant il y a un peu moins, on est autour de 50% des étudiants qui au cours de leurs études vont partir au moins une fois à l'étranger. Donc voilà, partir à l'étranger, c'est quand même quelque chose qui est quand même largement possible et favorisé, un peu dans tous les pays du monde. Ça fait plusieurs années qu'on essaye d'avoir une faculté plutôt anglophone partenaire avec qui on aurait des échanges privilégiés. Et pour l'instant, malgré nos essais, on arrive du mal à accrocher une faculté. On a essayé en Écosse, on a essayé en Irlande, on a essayé à Malte. Voilà, une faculté anglophone avec qui on construirait un partenariat qui permettrait des échanges. Pour l'instant, on a un peu de mal. On souffre un peu probablement de la petite taille d'Angers, où vous savez, quand la faculté de Paris-Cité ou Sorbonne Université veut faire un partenariat, l'université américaine, voilà, c'est Paris, c'est Sorbonne, ils bien sûr, mais bon, puisqu'on se dit que les facultés, en tout cas dans la formation de médecine, finalement, sont censées être linéaires et les mêmes. Oui, après on n'a pas tous la même taille, on n'a pas tous la mais même... oui, voilà, bien sûr. on a fait de taille, et donc nous on a un peu plus de mal à attraper une faculté partenaire avec qui on arrive à construire, mais ce qui n'empêche que voilà, au moins 50% de nos étudiants d'entre vous vont partir ou sont partis faire un stage de 2-3 mois, parfois plus longtemps, à l'étranger, en pays anglophone ou en pays germanophone ou en Italie ou en Afrique. Alors l'Afrique c'est un peu plus compliqué en ce moment en raison des questions de sécurité, ou en Asie. Donc voilà, c'est pas parce qu'on n'a pas un partenariat très établi avec un site qu'on n'a pas de multiples échanges qui sont possibles. Je voulais continuer sur la LCA. Voilà, sur les sujets un peu, on va passer peut-être sur la partie EDN. Voilà, les résultats sont tombés pour les étudiants de 6e année qui ont passé le CN là en juin. On ne sait pas si c'est juste un ressenti qu'on a, mais on a l'impression que cette année, tout le monde a de très bonnes notes. Et les classements, en fait, c'est peut-être la nouvelle formule de l'EDN, de l'ECN qui fait ça. C'est ce que disait peut-être le professeur Dubé en conseil département, c'est qu'il y a un peu un ventre mou entre les 2000 et les 6000e, à peu près, on va dire, et qui fait que beaucoup de gens ont de très bonnes notes et parfois peuvent être déçus de leur classement.
On a l'impression que c'est assez dur cette année. Est-ce que c'est juste un ressenti ou est-ce que c'est vraiment quelque chose Oui, si on regarde les résultats globaux d'Angers, ils sont assez alignés sur les résultats nationaux. C'est-à-dire qu'on est dans la moyenne nationale. On fait un tout petit peu mieux pour ceux qui sont dans les 5000 premiers. C'est-à-dire qu'on a mis un peu plus d'étudiants dans les 5000 premiers que ce qui était prévu juste par une répartition. Si on était purement aux statistiques comme les autres. En revanche, on fait un tout petit peu moins bien au-delà de 5000. C'est variable d'une année à l'autre. Globalement, on fait année après année, on fait aussi bien que la moyenne française, parfois un peu mieux. En tout cas, jamais moins bien. Donc là, il y a un ressenti un peu sur la LCA cette année, mais qui est diffus en France, parce que globalement, les moyennes des notes sur les épreuves, dossiers, questions, sont plutôt assez bonnes, et les moyennes des notes sur la LCA sont pas très bonnes. Mais ça, c'est partout pareil en France. Quand on regarde, on a la même répartition de notes sur la LCA que partout en France. La LCA n'a pas très bien été réussie partout en France, notamment de la LCA sur la suivi de cohorte, si je dis pas de bêtises. Mais on est dans le psy d'un concours, hein, donc la question c'est pas est-ce que j'ai une bonne note, c'est comment est-ce que ma note se projette par rapport aux autres, et là il n'y a pas de différence. Mais effectivement, quand on regarde l'ensemble de ces notes et qu'on se dit j'ai eu 15 et 14 sur les dossiers et les questions sur les 3 épreuves, et puis que j'ai 11 en LCA, on a l'impression que c'est la LCA qui a fait chuter, sauf que non, parce que tout le monde en France a cette même répartition avec 2 ou 3 points de moins de la LCA par rapport aux autres notes. Alors, ce qui n'empêche pas qu'on ait une réflexion de se dire comment est-ce qu'on peut améliorer la formation à la LCA des étudiants. Mais c'est une matière qui n'est pas facile à enseigner. Les étudiants, c'est pas le truc sur lequel on arrive mieux à les accrocher au moment où on fait la formation à la LCA, parce qu'il y a moins la perception d'un impact immédiat sur le métier, alors que si je vous fais un cours sur comment est-ce qu'on réanime un patient qui a une détresse respiratoire aiguë, ça parle tout de suite. On se dit le lendemain, je vais m'en servir. Donc l'attention des étudiants est là. Pour la LCA, à la fois les étudiants comprennent bien que probablement ça leur servira à long terme pour arriver à comprendre les études. Ça leur servira à moyen terme pour répondre à l'ECN, mais à court terme, c'est pas évident. Et donc l'attention est difficile à capter. Donc il faut qu'on réussisse à trouver ça, alors que effectivement la LCA, au moins cette année, a pris un peu plus de poids. D'habitude, c'était 10% de la note. Là, cette année, c'est plutôt 15%. Ça va se recorriger un tout petit peu derrière. Bon, après, c'est un concours. C'est pareil pour tout le monde. Oui, bien sûr. Et c'est un concours qui est sûrement très sévère, et c'est comme ça un peu tous les ans. Mais là, ce qui est marqué cette année, c'était surtout les personnes qui disaient qu'ils avaient eu de très bonnes notes, des notes correctes dans les matières médicales, et qu'au final, ils se retrouvaient avec un classement qui ne leur permettait pas d'avoir une spécialité qu'ils auraient conviée ou qu'ils auraient aimé avoir. Et c'est sûr que ça doit être assez frustrant, quoi, justement sur quelques points de LCA, sur un petit score qui était imprévisible. Mais c'est encore une fois, tout le monde sur toute la France a plutôt bien réussi les notes des dossiers et des questions. Donc tout le monde a des bonnes notes. Et tout le monde a une mauvaise note sur la LCA. Donc après, tout le monde a l'impression de se dire que c'est à cause de cette mauvaise note de LCA qu'on a chuté. Non, c'est à cause de toutes les notes de partout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, en tout cas, un effet spécifique à Angers. Clairement, l'histogramme des réparations de notes est très clair. C'est pas parce qu'on a moins bien réussi la LCA à Angers ou individuellement qu'on a un moins bon classement. La difficulté de la LCA est pareille pour tout le monde, donc a le même poids pour tout le monde. Donc l'amélioration du classement, elle passe aussi bien par l'amélioration des notes, des questions, des dossiers, des 3 premières épreuves, que de l'amélioration de la note de LCA. C'est pas la LCA qui a fait chuter le classement. C'est le classement, il reflète vraiment l'ensemble. Et justement, la LCA, donc, elle pose évidemment problème aux étudiants. C'est pas une épreuve qui est facile, c'est pas un exercice facile, et puis on est d'accord pour dire qu'elle est difficile à enseigner, et je pense qu'elle pose énormément de problèmes aux enseignants. Parce que finalement, quand on regarde, quand on s'entraîne sur les annales des ECN, différents bouquins qui tentent de corriger avec différents professeurs, qui essayent d'expliquer, et ça paraît bizarre, mais on nous dit evidence-based medicine, on a l'impression que c'est scientifique, mais finalement, il n'y a jamais de consensus. Quand on regarde les corrections, souvent, d'une LCA à l'autre, on corrige, c'est des questions d'interprétation, pourtant qui se basent sur de la théorie scientifique. On ne comprend pas bien, en fait, pourquoi personne n'est jamais d'accord. Ouais, je reconnais que c'est compliqué la LCA. Après, on pense que vraiment on a un moyen on a une marge d'amélioration pour arriver à avoir quelque chose qui
Ce qu'on se rend compte, par exemple, là, c'est que sur cette année, il y a, les articles étaient assez longs à lire. Et qu'on voit que les étudiants ont perdu des points sur des questions qui étaient juste des questions de lecture. C'est-à-dire, c'est pas une question de savoir, pas savoir, c'est trouver l'information dans le texte. Donc ça, là-dessus, il n'y a pas une question de... Enfin, on n'est pas d'accord entre nous. Si, l'information, elle est là, elle était juste à cet endroit-là, il fallait juste la trouver. Et c'est aussi l'intérêt d'apprendre cette lecture critique d'articles, hein, c'est que malgré tout, ça forme pour la suite, parce que les étudiants vont être baignés dans un monde avec des influences extrêmement violentes sur qu'est-ce qu'il faut prendre comme décision, qu'est-ce qu'il faut retenir comme médicament utile, pas utile. Vous voyez tout ce qui s'est passé sur le Covid, hein, avec la foire d'empoigne que ça a été et les conflits que ça a été. À un moment, la notion de légitimité et de responsabilité des médecins face aux crises et face à un enjeu de société qui est majeur, il est de pouvoir s'assurer que la lecture avec des critères scientifiques, une lecture fiable de l'information scientifique. Et donc, ok, c'est difficile, ok, c'est compliqué, mais revenir compte de la difficulté, de la violence du monde qui attend derrière, et qui attend les médecins derrière pour avoir une parole éclairée, juste, alors que plein de monde va avoir une parole qui est perturbée sur ces domaines sur lesquels le domaine de la santé, tout le monde a besoin d'informations fiables. Donc oui, c'est difficile, mais il ne faut pas lâcher le morceau. Enfin, l'enjeu, vous le voyez. Vous voyez ce qui s'est passé pour le Covid, avec des paroles qui sont parties dans tous les sens, avec des messages non scientifiques. Donc il faut absolument que les médecins aient cette formation et aient cette solidité de savoir interpréter, repérer les bonnes sources et les analyser. Ok, ça va rester difficile, ça c'est clair, mais c'est un enjeu majeur pour la société. Pour la LCA, mais aussi vous évoquiez les conférences d'été pour la préparation aux ETN. Ouais. Qu'est-ce que vous mettez ici à Angers en place pour motiver à la fois les étudiants à y participer et aussi les enseignants à y participer, à y prendre plaisir? Parce que moi j'ai l'impression que c'est pas quelque chose qui a beaucoup la cote à Angers. Et peut-être que c'est peut-être simplement des rumeurs, etc. Mais on entend beaucoup dans les grosses facs, il y a des conférences où tout le monde y va, les amphis sont pleins, les gens participent et les gens sont vraiment un engouement à aller en conférence. Est-ce que à Angers, c'est quelque chose qui ne marche pas ou comment est-ce que ça se passe? Alors, je me méfierais des messages. Hein. J'ai été étudiant à Paris, alors vous direz, il y a un certain temps, hein, mais moi, quand j'étais à Paris, les facultés organisaient 0 conférence. Hein. C'était que les conférences privées. Donc il y a il n'y a pas de conférence facultaire. Alors ça a changé maintenant. Je ne vais surtout pas dire que mes confrères parisiens font pas se sont pas adaptés comme nous. Hein. C'est pas vrai. Mais il faut se méfier des messages. Hein. Après il y a une passion des enseignants pour aller faire les conférences. C'est un truc qui est vraiment hyper intéressant. Alors, la LCA reste difficile à enseigner. Et c'est les moments les plus difficiles pour les enseignants. C'est un amphi de 400 étudiants en face qui vient contester pied à pied chaque QCM. C'est vraiment difficile. Hein. Mais sinon, l'enseignement en conférence, c'est vraiment quelque chose de vraiment intéressant. Et on n'a pas de mal à trouver des conférenciers et des gens vraiment motivés. Alors, un des enjeux qu'on a, c'est que, et on souffre vraiment d'un choix, mais sur lequel c'est compliqué de revenir, c'est que, compte tenu de cet enjeu territorial dont je vous ai parlé, quand on veut mettre et qu'on envoie des étudiants en stage partout sur la subdivision, et donc loin d'Angers, on a rendu les conférences accessibles en visio et podcastées. Et on pense que c'est un outil intéressant, ça permet aux étudiants de les revoir, d'y assister à distance. Mais l'enjeu qu'on a, c'est que comme ça devient facile d'y assister partout, sauf depuis l'amphi, les étudiants viennent moins en amphi. Et je peux comprendre. C'est-à-dire, vous restez chez vous, vous allumez votre truc, vous avez l'impression d'avoir la même qualité que si vous faites l'effort de vous déplacer. Et ce qui fait que ça donne des amphis qui sont pas vides, mais enfin pas très pleins. Et il n'y a pas que pour les conférences, il y a que tout pour les cours de la fac. Et donc ça donne l'impression que c'est pas très plein. Donc c'est un peu désagréable pour les étudiants de se dire mais personne ne vient, pourquoi j'y viendrai moi aussi. Et puis pour les enseignants, c'est pas très sympa. Parce que quand vous avez passé des heures et des heures à préparer un cours et que vous vous retrouvez à 5 personnes devant vous ou 10 personnes, vous dites voilà. Alors
Effectivement, on explique aux enseignants que oui, mais il y a 70 personnes en ligne, et puis il y en a 150 qui le reverront plusieurs fois en podcast, donc c'est important. Et en pratique, c'est ça qui se passe, hein. Mais sauf que pour l'enseignant, facialement, au moment de faire son cours, c'est pas très sympa, quoi. Et donc ça, c'est un vrai enjeu, ça pour ça, hein, qui est. Et vous avez dit un mot qui est hyper important, qui est le plaisir. C'est-à-dire le plaisir d'aller écouter, de participer, et pas d'écouter, de participer à un enseignement, le plaisir pour un enseignant de faire son temps d'enseignement. Si on perd cette notion de plaisir, hein, effectivement, on va se planter. Et le fait que on a rendu un truc pratique et efficace qui est la possibilité d'assister à distance, il est très bien, mais ça fait perdre du monde dans les amphis et ça fait perdre du plaisir. Et donc ça, c'est un enjeu, et ça, c'est moi qui vous pose la question là. C'est comment on fait ? Parce que si je vous dis aux étudiants, écoutez, ok, on arrête les podcasts, on arrête les visios, je vois bien que vous n'allez pas être contents, vous n'allez pas être d'accord. Parce qu'on a l'impression que ça marche en fait, que les étudiants ne sont pas plus mauvais, même ils sont probablement un peu meilleurs, le fait de pouvoir avoir ces cours, et c'est pas des cours, enfin ces enseignements de conférences à distance, mais effectivement on perd un peu le plaisir de tout le monde, et donc il faut retrouver un moyen d'avoir suffisamment de monde qui viennent participer. On n'a pas besoin que toute la promotion soit là. Si un tiers de la promotion est là pour participer à l'enseignement, interagir avec le prof, et que les 2 tiers le suivent à distance, voilà, on a le deal, il est là, quoi. Les cours sont faits, les enseignements sont faits, ils sont bien faits, on peut les suivre de partout, on peut les revoir en accéléré, en ralenti. On a mal compris un truc, on ralentit un peu, on passe plus vite quand voilà. Et puis en même temps, le prof, il a devant lui 50 étudiants qui interagissent avec lui, et on retrouve cette notion de plaisir. Donc je dirais c'est un défi d'évolution de l'éducation, hein. C'est-à-dire avec le Covid, on est tous passés à la visio. Il n'y a pas de question de revenir en arrière. Et la question, c'est on a perdu un peu le plaisir de l'enseignement. Donc la question, c'est comment est-ce qu'on fait pour retrouver ça ? Et donc ça, c'est avec vous, hein, qu'il faut qu'on trouve la solution. Le demande, c'est qu'il y ait au moins 20, 30, 40 étudiants dans la salle qui aient envie de participer au cours, qui échangent avec le prof, et qui renvoie au prof qui a envie de faire cours, qui a passé plein d'heures à faire un nouveau modèle, qui a fait comme on a fait nous, qu'on a fait des films qu'on projette sur lesquels on peut discuter pour préparer aux Écosses, qui a fait de l'interaction avec la salle pour dire pour faire des travaux pratiques en pleine session, en disant maintenant vous vous arrêtez, vous mettez en petit groupe, et dans 5 minutes vous avez vu une situation clinique filmée, et dans 5 minutes vous me faites comme si vous étiez l'urgentiste qui appelait le réanimateur pour passer le message de voilà, je te passe l'information sur le patient, et là ça et ça, voilà où j'en suis, j'ai besoin de toi pour ça, et dans 5 minutes vous nous racontez ça. Voilà, on a fait plein de trucs comme ça, mais il faut qu'il y ait du monde. Et donc voilà, c'est collectivement, et c'est avec vous, hein, vous savez que c'est l'esprit de la faculté de tout faire avec les étudiants. On a besoin, et c'est un sens général dans toute la santé, on a besoin de retrouver de la fierté, on a besoin de retrouver du plaisir dans ce qu'on fait. Et là, je vous ai mis le point sur un truc. Ouais, on a un petit sujet là sur comment est-ce qu'on fait pour assurer le plaisir de ceux qui viennent en cours et le plaisir de ceux qui font cours. Parce que c'est ça qui marche en fait, hein. On en avait parlé avec le professeur Anne-Valeur, et je pense que c'était quelque chose aussi qui était assez aigu avec notre promotion, qui était la première à passer les EDN 9 mois avant. Donc on a peut-être mis un peu de côté les conférences, les cours, on s'est concentré sur les cours théoriques, les bouquins, et ça a stressé pas mal de monde. Après, c'est aussi à vous de nous dire si est-ce que les étudiants maintenant qui ont commencé la nouvelle maquette en 2e année, est-ce qu'ils viennent plus en cours que nous on est venus? Enfin, je sais pas exactement comment ça se passe. Alors, il y a probablement difficile à évaluer. Ouais, c'est un peu tôt encore, hein, pour évaluer. En plus, ce qu'on voit, c'est qu'on a chaque promo est différente. On voit chaque année, il y a des promos qui sont très participatrices, d'autres qui le sont moins. On voit bien qu'il y a des promos dans lesquelles les ambiances très sympas, d'autres dans lesquelles l'ambiance est un peu plus rude, hein, avec plus une compétition entre étudiants. Nous, on a du mal. On a quelques idées. Il suffit de pas grand-chose, hein, pour changer l'esprit d'une promotion. Mais nous, on a du mal à avoir un impact dessus, hein. C'est les étudiants eux-mêmes, hein, qui font l'esprit de promotion. Donc, dans cette variabilité, c'est difficile de voir si on est en train de changer les choses avec des étudiants qui vont plus participer. Effectivement, vous êtes une promotion qui essuyait un peu les plâtres, avec beaucoup d'inquiétudes, et je comprends, hein, vraiment. Moi, ma première perception, c'est que vos programmes sont trop chargés. Ça, je le dis au micro, et je le redirai là-dessus. Je peux tout à fait assumer ce que je dis. Je pense que le travail
qui avait été annoncé de réduction du volume des items de l'ECN n'a pas été fait du tout, à l'inverse, et que vos programmes sont trop chargés et qu'on vous met en difficulté à cause de ça. Donc ce serait un travail dans les années à venir de vraiment diminuer réellement. Ça resterait une course entre vous. Donc une course entre vous, c'est ceux qui mènent la course en tête qui vont imposer le rythme aux autres. Bon, enfin, on peut quand même alléger un peu le parcours en retirant quelques obstacles. Et donc diminuer le volume va rester un truc. Pour moi, c'est un objectif important pour décomprimer un peu la pression des étudiants. Une fois que votre promotion sera passée et ira montrer l'exemple, on peut y arriver, on y est arrivé, on était bien préparé. Ok, c'est dur, mais bon, c'est faisable. Peut-être que les autres vont être un peu plus détendus et retrouveront une façon un peu moins tendue et de se dire il n'y a qu'une seule façon de s'en sortir, c'est d'être de 8h le matin à 22h le soir sur son livre, et tout ce qui nous dévie d'être assis de la bibliothèque ou de chez soi sur la chaise est une perte de temps, et d'arriver à dire venir aux enseignements, venir aux conférences qui sont faites pour ça, aller du temps en stage, qui sont faites pour acquérir de la compétence qui servira dans les écoles, c'est la bonne façon de faire. Voilà, on peut espérer. En tout cas, c'est nous tout ce qu'on veut arriver à faire, c'est arriver à montrer aux étudiants et montrer que ça marche. C'est que venir dans les enseignements qu'on a prévus pour ça, venir en stage, c'est à la fois le sens de la préparation du métier plus tard, et à la fois c'est ce qui est la préparation optimale pour les épreuves classantes. Mais pour ça, on a besoin de vous, on a besoin de votre avis, de vos échanges. Et c'est tout l'enjeu un peu de la construction de la réforme. C'est d'arriver à faire que la préparation au métier ne soit pas disjointe de la préparation au concours. Enfin, pas au concours, à l'examen classant. En tout cas, je pense qu'une chose qu'on peut faire dès maintenant, c'est quand même remercier l'implication de certains professeurs, de certains médecins qui sont vraiment motivés, qui collent aux nouvelles modalités, qui sont là. Parce que pour eux, ça ne doit pas être évident non plus. On se rend compte que ça évolue tout le temps. Ouais. Et que franchement, s'adapter à des nouvelles modalités alors qu'on a tellement plein de choses à faire à côté, c'est vraiment pas évident. Et nous, on est vraiment très tatillons là-dessus. On essaie Ça fait la différence quand on voit que carrément. À l'examen, le prof, il a compris un peu la nouvelle façon de poser les questions. Ouais, il faut voir, c'est des changements majeurs, parce que tout change en permanence. Là, pendant 30 ans, on a vécu avec les mêmes modalités. C'était des copies qu'on rendait, on corrigeait les copies. Alors, la façon de corriger les copies, c'était par mots-clés, c'était vraiment un truc pas passionnant. On a vu la grille. C'était des grilles qui étaient chiantes, quoi. Enfin, c'était insupportable, quoi. Donc là, maintenant, c'est des corrections automatisées. Donc, c'est-à-dire qu'on peut consacrer plus de temps à la préparation. Mais tout est en train de changer. On est passé de CN et donc de questions. C'était purement des questions, dossiers progressifs, questions isolées avec des QCM classiques. Questions-réponses uniques et multi-classiques. Puis maintenant, on fait évoluer la structure des dossiers, on fait évoluer le type de docimologie, on fait évoluer les plateformes sur lesquelles on les passe. Il y a les rangs A, il y a les rangs B. Donc la complexité que vous éprouvez, les enseignants, c'est pareil. Alors, vous pouvez dire que c'est leur métier, ils sont payés pour ça. Sauf que ils sont payés pour du soin, pour de la recherche. Donc voilà, c'est des trucs qui se rajoutent à chaque fois. Et comme les soins n'arrêtent pas d'augmenter, les ambitions de recherche n'arrêtent pas d'augmenter, c'est des investissements qui sont majeurs. On a quand même la chance vraiment d'avoir beaucoup d'enseignants qui sont à fond, qui ont vraiment envie de se donner pour les étudiants, qui ont vraiment envie de faire au mieux, qui sont des gens mais vraiment incroyablement investis dans leur métier. Mais voilà, ils en éprouvent. Pour eux, c'est pas évident d'avoir en permanence cette adaptation. Voilà, on va y arriver, mais c'est sûr que c'est pas. Ça prend du temps, surtout des changements majeurs comme ça. Vous avez aussi une scolarité qui est à fond pour préparer tout, qui est vraiment des gens dont le sens de la mission est incroyable. Vous savez, moi, je me souviens, quand vous m'avez posé mes questions sur moi, sur mes études, moi, je me souviens, l'esprit du doyen, moi, que je voyais quand j'étais à votre place. Le doyen, c'était celui on remettait les clés de son bureau lors de son premier jour. Il avait la consigne de remettre le dernier jour de son mandat les clés du bureau en n'ayant strictement rien changé. Il était, c'est la vision que j'en avais, probablement que c'est pas vrai, mais garant de l'immanence du système, de faire que tout soit parfaitement stable et comme avant, et qu'on soit dans un système circulaire où tout, les choses, d'assurer la stabilité du système. Là, maintenant, être doyen, être enseignant responsable des enseignements dans la faculté, tout change tout le temps.
C'est-à-dire que le premier cycle, le deuxième cycle, le troisième cycle, à l'intérieur du deuxième cycle, ça change. Il y a les études de sciences infirmières qui changent aussi, les études de maïotique qui vont changer aussi, il y a les études de kiné. Et donc, on est passé d'un métier où c'est un changement permanent. Alors, et avec le changement va une complexité permanente. Alors, il ne faut pas avoir peur de la complexité, parce qu'on ne peut pas faire des choses qui sont plus individualisées, plus fines, qui correspondent mieux aux attentes et en les rendant globalement plus simples. Ça, c'est pas possible. Les choses sont forcément plus complexes, mais cette complexité, elle a aussi un poids compliqué à porter. Et donc, le rythme de vie d'une faculté a radicalement changé. Et tout ça, c'est pour vous, hein. Mais voilà, évidemment, c'est pas l'adaptation du système se fait très vite, mais elle se fera jamais aussi vite par rapport à ce que vous attendez, quoi. Et ça, on comprend bien. J'ai une dernière question avant qu'on puisse conclure, sauf si Baptiste en avait d'autres après. Les ECN blancs organisés par l'UNES en septembre prochain, Ouais. est-ce que les questions vont respecter les dosimologies des EDN et des ECN nouvelles formules? C'est la question qu'on vous pose aujourd'hui. Oui, 100%. C'était pour ces ECN blanches, il a été demandé à chaque faculté de faire un petit nombre de questions, chaque faculté, et avec un cadre très précis pour respecter le cadre de la nouvelle dosimologie en termes de rang A, rang B, questions isolées, QRP, QRP long. Enfin voilà, tout est prévu pour que ce soit effectivement préparé, que ça corresponde aux besoins. Bon, il y a une courbe d'apprentissage sur ces nouvelles dosimologies, mais là, voilà, la courbe est en train de se faire très vite. Le conseil scientifique de l'internat, il s'appelle encore comme ça, a vraiment bien préparé les choses, bien passer les messages. Voilà, donc les choses sont en train de se caler, de se mettre en place. Ce qu'il faut maintenant, c'est que tous les responsables au niveau des facultés et au niveau national ont bien compris ces nouvelles dosimologies et donc sont capables de construire des examens de dosimologie. Ce qu'il faut, c'est que maintenant tous les enseignants de toutes les facultés acquièrent aussi cette nouvelle dosimologie, et ça va être un peu plus lent pour que tous les examens facultaires du début à la fin correspondent bien avec la nouvelle dosimologie. Et puis bon, il y a plusieurs plateformes qui sont utilisées, donc il y a encore un peu de travail sur les plateformes pour que tout soit parfait. Et donc pour conclure ce podcast, merci pour ces informations et pour ces éclairages. On a l'habitude de demander un petit peu à nos invités s'ils ont une recommandation culturelle, un livre, une musique, un film à partager avec les étudiants qui les a marqués, qui les a forgés dans leur vie. Oh, il y aurait plein de recommandations culturelles. Alors une lecture, alors ça va être peut-être un peu pédant, mais dans La recherche du temps perdu de Proust, il y a un rôle de médecin. Alors, il y a plusieurs fois, il y a le professeur Cottard qui est régulièrement cité. Alors, il est assez moqué, c'est assez amusant. Il y a la façon dont il parle de son chef de clinique, c'est assez drôle. Donc voilà, voir le rapport, rapport à la médecine et à la santé, et puis le narrateur est lui-même malade. Donc c'est assez amusant à lire sous cet angle médical. Un film, Vol au-dessus d'un nid de coucou, qui raconte la vie dans un hôpital psychiatrique. Et alors c'est un film que j'ai trouvé fascinant. Un film que j'ai trouvé fascinant parce que on raconte l'histoire de ce film. Donc c'est Kubrick, je crois que je vais dire des bêtises, je vais passer pour un qui a réalisé ce film, je crois que c'est ça. Si vous pouvez regarder en même temps que je ne dise pas de bêtises. Donc il voulait tourner dans un vrai hôpital psychiatrique. Et donc il a demandé à plein d'hôpitaux psychiatriques aux États-Unis s'ils pouvaient les accueillir. Et la réponse de tous les directeurs était non, certainement pas chez nous. On voit bien comment vous êtes, vous, les réalisateurs. Vous allez donner une image négative de notre métier. Et puis il y a un directeur qui a dit non, mais je veux que ce soit chez nous. Parce que si c'est chez nous, je veux faire attention pour vous donner une image positive des patients. Et il a accepté. Et il avait vraiment une logique inverse de tous les autres qui ont dit non, qui disaient vous allez dire du mal de nous.
Et le directeur qui a dit oui, il dit mais on veut que vous donniez une image positive des patients qui sont hospitalisés. Et ça, c'est remarquable. Et donc, ce directeur, il joue on le voit apparaître, il joue un rôle dans le film. Et c'est un film vraiment que je trouve que je trouve incroyable. Alors, qui montre un monde compliqué de la psychiatrie. Après, moi j'aime bien les séries américaines, je regarde, je trouve ça amusant. Alors qui glorifient toujours un peu le rôle médecin. Mais alors, ce qui est amusant, c'est que ces séries américaines, elles mettent en valeur, c'est quasiment pareil à chaque fois, un médecin qui est hyper compétent dans son domaine, mais qui est socialement totalement inadapté. Et alors ça, c'est marrant, parce que ça attire vachement les étudiants en disant c'est trop génial, j'ai envie d'être comme ça. Et puis quand ils se retrouvent dans une situation où il y a effectivement un médecin compétent qui parfois de temps en temps arrive à inadapter, là ils supportent plus, alors que c'était le héros du alors que c'est l'héros du truc là. Donc on a donné une image que voilà, c'est bien ces séries parce qu'elles donnent une super image du métier de médecin avec un métier passionnant. Mais il faut qu'elles arrêtent de montrer qu'à chaque fois ce qui est glorifié, c'est les médecins qui sont socialement inaptes, inadaptés et qui font l'enfer autour d'eux, quoi. Donc voilà, il faut qu'on arrive à montrer qu'on peut être à la fois un bon médecin et un médecin humain pour les patients et pour tous ses collègues, parce que quand même le but de ce métier, c'est un métier qui a du sens, mais il faut le faire de façon sympa, quoi. Et je suis désolé, mais c'était Milos Forman qui a réalisé. C'était Milos Forman, ouais, désolé. Mais moi non plus, je savais pas. J'hésitais, c'était Milos Forman qui l'a fait. Ouais. Très bien. Merci beaucoup pour ces recommandations. Merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Je vous en prie. Et puis, on se retrouve pour notre prochain épisode. Et bravo à vous, c'est vraiment super ce que vous faites. Merci.